chers représentants permanents, mesdames et messieurs les délégués, observateurs permanents, chers collègues, comme le président l'a expliqué, conformément à la résolution adoptée lors de l'Assemblée générale à Antigua et Barbuda en juin 2025, intitulée « Appeler à des solutions complexes face à une situation d'urgence pour résoudre la crise grave en Haïti », dont les mandats ont été confiés au secrétariat pour la préparation d'une feuille de route. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter la deuxième version de cette feuille de route. Comme je l'avais déjà dit, Haïti, pour les raisons que nous savons, nécessite l'attention de cette organisation. Et comme cela avait déjà été décidé, ce point figure maintenant à l'ordre du jour du Conseil permanent. Le mandat est présenté à l'écran. C'est un document qui vous a été envoyé. Il s'agit en fait d'un tremplin en évolution même, qui se concentre sur la nécessité de répondre aux besoins immédiats d'Haïti, les besoins également à plus long terme en matière de stabilité et de coopération. J'aimerais également souligner que le leadership haïtien dans le cadre de ce processus est important. Ce leadership sera synonyme d'engagement de la part d'Haïti et de l'ensemble de sa société. Je vous invite à garder à l'esprit qu'il s'agit ici d'un document en évolution. Ce n'est pas un produit fini. Ce document sera enrichi au fil du processus selon les évolutions qui se produisent en Haïti, ici à l'OEA, à l'ONU également. Nous allons bien sûr prendre compte de toutes ces évolutions et puis faire évoluer le document de manière conforme à ces dernières. Donc voilà pour ce document qui est, je le répète, un projet en cours. Je vous remercie pour toutes les suggestions qui ont été faites par les différents États membres. J'aimerais remercier tous les États membres et également les institutions qui ont participé à ce travail, y compris Haïti, la CARICOM et des institutions telles que celle de l'ONU. Également la mission MAS, qui est représentée aujourd'hui, la BID, l'OPS, l'ICA. Merci pour votre feedback et je suis persuadée que des retours supplémentaires vont être reçus. Nous en sommes à la deuxième mouture de ce document. Nous avons pris en compte le plus de commentaires possibles. Pour les commentaires et feedbacks qui n'ont pas encore été intégrés, c'est simplement une question de temps et de traduction, donc laissez-nous encore un peu de temps. Donc je vous prie de faire preuve de patience. La version 3 va être soumise dans les meilleurs délais. L'ONU a également fait des commentaires précieux. Et nous savons qu'il y a à l'heure actuelle un processus en cours au sein de l'ONU. Et on pense que dans les 3 mois qui viennent, il y aura davantage de discussions. On va revenir sur ce point sous peu. Donc voilà ce que je voulais dire pour l'instant, Monsieur le Président, avant d'entrer dans les questions de substance. J'aimerais également vous dire que mon survol du document va être général. Vous avez déjà tous lu ce document, vous avez fait des commentaires, donc je sais très bien que vous avez pris connaissance des détails de ce document.
Mais comme je l'ai dit, il y aura davantage de détails qui vont être aplani après cette réunion, une fois qu'on aura l'ordre d'avancer en tant que secrétariat. Alors on va lancer les processus et avoir énormément de réunions avec différentes parties prenantes pour passer en revue les détails et essayer de voir comment nous pouvons incorporer leur contribution de la meilleure manière possible sans créer de doublons. Sur cette diapositive, vous voyez le cadre. Ce document n'est pas prescriptif. Il a été rédigé en collaboration avec toutes les parties prenantes. Il appartient à toutes les parties prenantes. Ce n'est pas un document qui vise à dire à autrui ce qu'il faut faire, mais c'est plutôt un document qui établit un cadre. J'aimerais souligner que la sécurité en premier est un must. En effet, le niveau de sécurité publique doit être la priorité numéro 1. La sécurité a toujours été la première priorité. Et nous avons en même temps entendu les retours des États membres. Nous demandons de faire également autre chose. Il ne faut pas se limiter à la sécurité, il faut également travailler sur d'autres éléments alors que nous tentons de régler les problèmes de sécurité. J'aimerais également souligner qu'il s'agit d'une approche collective ici. C'est une responsabilité commune qui touche au cœur de l'OEA en termes de démocratie, de durabilité, de bonne gouvernance, en termes de développement et de sécurité également. Alors j'espère qu'on est tous sur la même longueur d'onde lorsque je dis qu'aucun acteur à lui seul ne peut résoudre cette crise. Nous devons travailler ensemble conformément à nos capacités spécifiques. J'aimerais également ajouter, en termes de financement, que le soutien à Haïti en termes de financement, d'expertise technique, de soutien en nature, tout cela ne doit venir en fait de l'ensemble du continent et pas seulement d'un pays ou d'une poignée de pays. Pas seulement au sein de notre région, mais à travers le monde, il y a des partenaires engagés et donc c'est un effort qui doit être un effort de tous et pas simplement de quelques pays sur lesquels on se reposerait pour fournir cette assistance. Dans ce sens, nous avons besoin de l'engagement des États membres. Nous partagerons également cette présentation avec vous après cette réunion. Je sais qu'il y a un élément qui a été mentionné par plusieurs États membres, c'est celui des rôles et responsabilités. En fait, il va s'agir d'un processus en évolution selon ce qui existe en termes de ressources, notamment au sein de la masse, et peut-être de nouvelles résolutions sur Haïti qui pourraient être adoptées au sein de l'ONU. Tout cela est en pleine évolution. Donc on a toujours les mêmes acteurs, mais les capacités peuvent varier. Il y a des mandats qui peuvent s'élargir, des acteurs qui peuvent devenir moins importants dans le cadre du processus. On va voir de quelle manière les choses évoluent. Mais pour l'instant, voilà les 3 entités qui sont au cœur de ce mécanisme de coordination. Une fois qu'on en sera à la phase de mise en œuvre, il y aura l'inclusion des États membres d'Haïti et de toutes les institutions qui peuvent jouer un rôle spécifique selon leur capacité. Par exemple, le Programme alimentaire mondial pour l'assistance humanitaire, le PAM a des capacités, c'est ce qu'il convient de faire et peut être mobilisé de par l'ONU. Pour l'instant, en ce qui concerne l'OEA, je crois que
Une des lacunes clés, c'est le manque de coordination en matière de soutien qu'il convient de fournir. Et cela, malheureusement, entrave l'efficacité de l'aide et du soutien qui existent à l'heure actuelle. C'est un constat à la fois au sein de la région et au sein de l'OEA. Les flux d'informations sont limités, parfois on ne sait pas exactement ce que font les autres. Il y a un besoin clair d'une coordination efficace. Et cela implique de fournir toutes les informations que nous avons sur notre tableau de bord et qui doivent être simplement mises à disposition de tous les États membres afin que chacun puisse simplement cliquer sur ce tableau de bord et voir quelles sont les informations en temps réel. Ainsi, les États membres pourront aisément savoir ce qu'ils peuvent faire de plus. Donc, cette coordination qui doit être accrue au sein du système interaméricain, mais également avec la CARICOM et dans le cadre de l'ONU. Et tout cela va transiter, bien sûr, par l'OEA en ce qui concerne notre région. Ensuite, soutien politique, facilitation politique. On n'a pas de mandat de gestion d'opérations de maintien de la paix, mais on peut faciliter un processus politique. Cette mobilisation de soutien politique et des ressources pour la communauté des Caraïbes dont fait partie Haïti. La CARICOM a déjà fait beaucoup de travail en termes de facilitation politique avec des parties prenantes haïtiennes. Maintenant, quant à la question de savoir s'il faut élargir la portée de cela, cela reste soumis à discussion. Il y a le Conseil présidentiel de transition, primature. Il faut savoir où chacun se positionne. Il y a également l'expiration du mandat du Conseil présidentiel de transition en février l'année prochaine. Il faudra voir ce qui prendra la suite de cela. Donc il ne s'agit pas ici de faire un plan simplement sur 6 mois. Il faut voir un peu plus loin. Avec le soutien de l'ONU et de l'OEA, ce processus, on l'espère, pourra toucher bon port. Et on espère également avoir beaucoup de conseils à cet égard de ces institutions. Le mandat de maintien de la paix incombe à l'ONU. La possibilité d'avoir une résolution qui affine cela est ouverte à l'avenir. Et j'espère que le Conseil de sécurité sera saisi d'une telle résolution dans les meilleurs délais. Pour ce qui est du soutien de la facilitation politique, c'est également l'un des rôles à la fois du continent et de l'ONU. Il y a également le groupe de travail pour Haïti au sein de l'ONU qui est dirigé par le Canada. Il est important de mobiliser les informations et les analyses de ce groupe de travail et également avoir une assistance technique continue. Donc voilà le plan, mais alors que je vous parle aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de se passer. Il y a d'ores et déjà de l'assistance qui est reçue de plusieurs institutions et de plusieurs États membres, et j'aimerais remercier justement les États membres et les institutions pour cette aide. Il y a des éléments et des initiatives très utiles qui ont été mises en place. Maintenant, on essaye de trouver des synergies pour assurer que tout cela ait un effet bénéfique et tangible sur la population haïtienne. Donc voilà pour les rôles et les responsabilités dans ce processus en pleine évolution. Passons maintenant à la prochaine diapositive consacrée aux 5 piliers. Comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Ces 2 piliers ont déjà été décrits à plusieurs occasions.
on pourrait aisément ajouter des aspects supplémentaires à ces 5 piliers. Ces 5 piliers sont en évolution, ils vont être enrichis selon l'évolution de la situation politique. Il y aura peut-être des priorités supplémentaires qui vont être ajoutées à ces piliers. Pour l'instant, pilier 1, sécurité, stabilisation et restauration de la paix. Ce pilier 1 est constant dans l'ensemble de ce plan. Et il y a quelques éléments que j'aimerais souligner ici. On aura des réunions de suivi cette semaine sur ces questions. Le but est de renforcer les capacités en Haïti avec les agences de maintien de l'ordre haïtiennes afin que ces dernières puissent à l'avenir assurer elles-mêmes la sécurité publique pour qu'il ne soit pas nécessaire d'interférer par la suite dans ce processus ou de devoir le soutenir. Donc cela doit se faire de par une formation de l'équipement avec le soutien du Canada, comme je l'ai dit, mais cela ne suffit pas. Le but n'est pas simplement de donner de l'aide, c'est de poser les bases de quelque chose de durable qui va perdurer dans le temps. Donc pour le premier pilier, la priorité, c'est de renforcer les agences de maintien de l'ordre haïtiennes pour que ces dernières, au fil du temps, puissent assurer leur propre situation sécuritaire. Il y a un point où je pense que la coordination internationale va être importante. Je ne peux pas entrer dans les détails sur le plan opérationnel. La masse fera des présentations la semaine prochaine dans les réunions du groupe d'amis et on est impatient de recevoir ces présentations. Mais en tout cas, tout ce qui a trait à la sécurité maritime est très important. La sécurité portuaire. Il y a un trafic d'armes à feu, des armes qui sont importées dans le pays, qui tombent entre les mains des gangs, également un trafic de drogue illicite et des réseaux de criminalité transnationale organisée. Je ne dis pas que ces derniers sont forcément présents, mais ces réseaux cherchent des lacunes et donc il faut renforcer la sécurité maritime. Tout cela nécessite une riposte internationale coordonnée. On en parlera justement cette semaine dans le cadre de la CARICOM et puis dans le contexte du mécanisme existant dans lequel plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, les Pays-Bas, qui ont des équipements opérationnels dans les Caraïbes, on va se demander comment mobiliser ces différentes ressources dans la région. Nous pensons que cela va permettre de couper, dans une certaine mesure, l'alimentation des gangs. Il faudra également améliorer la sécurité routières, en particulier à Port-au-Prince, et puis les routes menant au port et aux aéroports. Pour assurer que ces routes ne soient pas contrôlées par les gangs, il faut que ces routes puissent être sécurisées afin que l'on puisse y circuler librement. Donc voilà, ça c'est simplement un exemple d'un élément qui appartient à ce pilier 1. En même temps, comme je l'ai dit précédemment, nous devons travailler sur d'autres aspects. Soutien à la gouvernance dans le cadre du paysage politique. Et dans le cadre de ce processus, il faudra trouver un consensus avec des organisations de la société civile haïtienne et avec la diaspora. Il est important d'avoir un consensus sur la marche à suivre, sur les questions de gouvernance, sur les priorités politiques, sur la réforme constitutionnelle, pour se concentrer sur les endroits clés où de l'aide est particulièrement nécessaire. Et tout cela va être fait conjointement avec tous les États membres prêts à soutenir ce processus. Ce sont des questions qui vont être discutées la semaine prochaine dans le cadre
des réunions du groupe qui va se pencher sur les mécanismes de coopération. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la préparation des élections afin qu'il puisse y avoir un gouvernement légitime en place et qui puisse bénéficier du soutien de la communauté internationale, afin qu'il y ait également un consensus sur les priorités à venir. Tout cela ne va pas être possible à court terme. Il va falloir un certain temps pour rendre cela possible. Plusieurs étapes sont nécessaires. L'OEA a des capacités pour soutenir ce processus et nous sommes prêts à le faire de par le secrétariat à la démocratie. Mais bien sûr, nous allons devoir attendre un peu que les choses mûrissent pour pouvoir lancer ce processus. En termes de réponse humanitaire, au-delà de l'identification spécifique des besoins à court terme et au-delà de la riposte aux situations d'urgence, il y a tout ce qui a trait à la santé et à l'éducation. Si les jeunes ne sont plus dans la rue et vont à l'école, ils seront moins enclins à être recrutés par les gangs. On voit à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de jeunes haïtiens qui rejoignent les gangs justement pour cette raison. Mais tout cela dépendra de l'environnement sécuritaire et de la capacité à fournir de l'aide de manière efficace. Pour être efficace, il faut se demander où et quand fournir de l'aide. Il faut assurer qu'il n'y ait pas de fuite de cette aide et puis que cette aide puisse être administrée de manière sécurisée. Assurer également que cette aide bénéficie aux plus démunis, aux jeunes, aux personnes qui ont des besoins de santé spécifiques. Lors de la première réunion du groupe des Amis d'Haïti, on avait entendu l'état de la situation sanitaire de la part de l'OPS. Beaucoup d'hôpitaux ne sont pas opérationnels. Les hôpitaux qui restent opérationnels sont à l'heure actuelle menacés. Donc il faut envisager l'aide humanitaire sous un angle vaste. Il ne s'agit pas simplement de la nutrition, cela va beaucoup plus loin que cela. Une fois que des élections pourront être organisées et qu'il y aura un gouvernement légitime, il sera nécessaire de soutenir une bonne gouvernance dans la durée. Et pour ce faire, nous aurons besoin de progrès économique et de développement durable. Il y a déjà certains secteurs où des possibilités se dessinent. L'ensemble du pays n'est pas dans la même situation. La Banque mondiale, la BID sont prêts à agir avec certains montants qui sont déjà mis de côté, mais il faut également pouvoir identifier avant tout les opportunités. À l'heure actuelle, on s'est concentré sur l'urgence et la gestion des crises, mais à un moment donné, il faudra que les institutions puissent se consacrer au développement économique afin de mettre à bon escient le soutien économique pour améliorer la situation en Haïti. J'avais mentionné ceci lors des consultations informelles. Nous avons un mécanisme du groupe de coordination qui est tripartite, qui va être élargi avec une coordination plus vaste. Ça, c'est un processus en cours. On espère pouvoir avoir une prochaine réunion en personne. La première réunion avait été virtuelle. La semaine prochaine, je crois, le 27, nous aurons une réunion dans le cadre de l'OEA. Le secrétaire général adjoint de l'ONU sera présent pour plusieurs réunions, mais en tout cas pour cette réunion du mécanisme de coordination du groupe d'amis.
Nous attendons encore la délégation d'Haïti. Nous espérons qu'une délégation de haut niveau pourra être présente à la réunion du groupe d'amis la semaine prochaine, ainsi que le groupe de personnalités éminentes. Ce dernier a déjà confirmé qu'il allait être représenté au plus haut niveau de par le secrétariat de la CARICOM. La semaine prochaine, donc le 27 août, nous aurons 3 à 4 réunions, toute la journée en fait, qui sera consacrée à Haïti, avec le groupe des Amis d'Haïti qui commencera à 2 heures de l'après-midi et qui sera le point d'orgue de cette journée. Concernant les éléments opérationnels de cette feuille de route pour Haïti, nous avons proposé de nommer un représentant spécial de haut niveau qui sera chargé de cet aspect opérationnel, mais également de la consultation politique. Cette personne devra être à un haut niveau parce qu'il s'agit d'un rôle politique important. C'est une personne qui devra être respectée et qui serait capable de dialoguer avec le gouvernement et la communauté internationale. J'aimerais également votre avis sur ce rôle. Le groupe d'amis d'Haïti joue un rôle de plateforme informelle pour ce processus. Ce groupe d'amis sera l'occasion de nous écouter les uns les autres et j'aimerais qu'on soit assez pratique dans le cadre de ce groupe d'amis avec des engagements spécifiques et pas simplement des discussions. Depuis un mois, nous avons un groupe de travail interdépartemental de l'OEA sur Haïti. Les membres de ce groupe ont été très actifs et très engagés. J'aimerais saisir cette occasion pour les remercier pour le travail difficile qu'effectue ce groupe. Ce groupe a passé énormément d'heures à son travail et nous lui en sommes reconnaissants. Il y a d'autres forums interinstitutionnels qui sont à notre disposition. Comme je l'ai dit, nous allons également présenter les efforts faits aux observateurs permanents. Donc, une fois que la feuille de route sur Haïti sera adoptée, tout cela sera présenté aux observateurs permanents et puis nous allons dialoguer avec les institutions interaméricaines, puis élargir cette discussion à d'autres agences interaméricaines. Nous prévoyons également une réunion avec les différents think tanks ici à Washington afin d'avoir une meilleure idée de tout cela. Les coordinateurs des groupes régionaux seront informés lundi de la suite. Je suis impatient de pouvoir discuter avec vous dans ce contexte. C'est une priorité de très haut niveau et je me réjouis de nos discussions lundi. Je suis impatient de voir les résultats de cette initiative. Cette feuille de route ne nécessite pas un statut de mission spéciale. Nous avons 2 missions spéciales au sein de l'OEA, celle pour la Colombie et celle pour le Belize-Guatemala. Voilà les 2 missions spéciales de l'OEA. Du point de vue opérationnel, il est utile d'avoir tous les outils nécessaires pour rendre cette feuille de route réussie. Partners elsewhere in the world,
and in the Americas, how they should look at this and how relevant and important this is. Voilà, mais cette discussion fera l'objet d'une réunion future et je me réjouis d'entendre l'avis des États membres sur ce point. Merci. Timeline, as I said. Le calendrier de cette feuille de route. Ceci est très général, bien sûr, et vous m'excuserez si vous ne pouvez pas le lire très bien, mais cela figure dans le document. Il y a des préliminaires qui ont lieu maintenant. Le prochain trimestre commence très bientôt et nous poursuivrons donc le processus car il y a une période de mise en œuvre de 30 jours pour faire démarrer le processus. Comme vous le voyez, la sécurité continue d'être cruciale. Le processus consultatif commence immédiatement. Une période de 24 à 36 mois. Ça ne veut pas dire pour autant que tout va être résolu pendant cette période, mais cela donne, disons, un cadre de temps au processus. Ça peut prendre plus longtemps. Mais nous pensons qu'après 36 mois, nous aurons une situation où la sécurité sera raisonnablement sous contrôle. On aura répondu aux besoins humanitaires et la structure de gouvernance aura eu l'occasion de se renforcer par rapport à l'avenir. Et notre rôle, alors, sera moins important, mais sera toujours un rôle d'appui d'Haïti. Bien sûr, ça dépend des évolutions, de ce qui va se passer en Haïti, d'abord avant tout. Mais nous avions besoin d'une première idée quant au calendrier. Il y aura d'autres priorités qui vont émerger et qui seront incluses. Dernier transparent, on nous parle d'argent ici, donc je suis sûre que vous l'aurez examiné de près. Ceci n'est qu'un estimatif. Je sais qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées depuis le début. L'impression était que la sécurité n'avait pas reçu suffisamment d'attention. Mais nous n'avons pas davantage, nous n'avions pas à ce moment-là davantage d'informations. Mais maintenant, oui. Pour ce qui est de la stabilité et la restauration de la paix, pas mal de pays ont déjà contribué, et beaucoup, à cet effort. Ce montant comprend donc ces engagements. Je sais que les États-Unis et le Canada, à hauteur de 1,5 milliard, 1,3 milliard, pardon, c'est déjà un montant très important. Ça représente un peu plus de 50% de ce qui est nécessaire. Nous avons ensuite la réponse humanitaire sur la base de l'évaluation effectuée par les Nations Unies. Nous avons donc repris le chiffre. Consensus politique et appui à la gouvernance sur une période d'environ 12 mois pour faciliter le processus, 12 à 15 mois, 8 millions. Processus électoral et légitimité des institutions sur la base d'un expérience du passé, 104 millions. On vous donnera d'ailleurs les détails par la suite. Et développement durable et progrès économique. C'est une chose qui nous a été présentée par la BID. Si on y inclut l'effort de la Banque mondiale, la deuxième phase de la contribution de la BID, de l'intention de la BID, et d'autres banques sous-régionales, nous sommes près d'1 milliard de dollars pour ce qui est de développement économique. Mais bien sûr, ça dépend de la mise en œuvre et des capacités d'absorption. Bien, pour gérer tout cela, s'il y a une mission spéciale, une équipe qui se consacrera à la mise en œuvre devrait être dirigée par un représentant spécial sur une période de 3 ans. Ça représente environ 10 millions de dollars.
Et cela comprend plusieurs éléments et nous avons des détails que nous pourrons vous fournir. Voilà, c'est le cadre approximatif de 2,6 milliards. Suivant, fin d'information. Monsieur le Président, j'ai mentionné que nous devons être transparents et donner toutes les informations pour ce qui est de l'appui à Haïti. Ce tableur est en cours de préparation. Il sera interactif, spécifique et donnera des informations sur ce que fait le pays, par région, par secteur, pour que nous puissions en faire le suivi. Bien sûr, il y a des chiffres qui changeront au quotidien. J'espère que d'ici 2 à 3 mois, nous pourrons lancer le processus et ce sera une réalité en janvier prochain. Bien. Nous ne demandons à aucune agence, à aucune institution de faire cela pour nous. Ici, les résultats que vous pourrez faire vous-même et en faire le suivi. Et d'ailleurs, ces chiffres ne sont pas des chiffres réels. Certains sont réels, mais enfin, c'est là à titre d'illustration. C'était les 2 derniers transparents, si je ne m'abuse, voilà. Voilà donc la présentation, Monsieur le Président. C'est un plan qui était bien pensé, réfléchi, et reflète l'engagement régional, la souveraineté d'Haïti. Donc nous avons travaillé à tous les niveaux, au niveau le plus élevé d'ailleurs avec les autorités haïtiennes. Nous sommes prêts à offrir coordination, nous l'avons déjà fait auparavant, nous en avons les capacités et nous pourrons offrir un appui au processus électoral, au dialogue, avec l'appui de la CARICOM également, pour le leadership. Croyez bien que ce n'est pas l'OEA seul qui parviendra à faire tout cela. C'est un effort qui requiert l'implication de nombreuses institutions. Il y a 2 choses qui vont déterminer le succès. C'est la coordination et le financement. On peut avoir les meilleurs plans, mais s'il n'est pas possible de les exécuter, ils ne servent à rien. Alors j'en un appel à tous les États membres pour qu'ils jouent leur rôle, là où c'est possible. Et ce n'est pas seulement au niveau financier. C'est également au niveau du savoir-faire technique ou d'autres domaines. Voilà donc la présentation, Monsieur le Président. Je voulais m'assurer que le Conseil permanent et les membres soient toujours informés. Je crois que ce ne soit pas prévu dans la résolution, mais je crois qu'il est important qu'il y ait un engagement de retour d'informations tous les 2 mois pour que nous puissions vous tenir au fait de l'état d'avancement. Si nous avons besoin d'informations pour le fait qu'on ne peut pas le faire, une fois qu'un représentant spécial aurait été nommé, cette personne pourrait être en contact plus souvent avec les États membres. Merci, Monsieur le Président.